Vous pouvez y aller. Co-construire un partenariat entre l'État et une association partant d'outils de gestion, d'une part, public, axé principalement sur le contrôle financier, à savoir la loi sur les subventions et le contrat de prestation, et d'autre part, d'un outil de gestion associatif basé sur l'évaluation des impacts sociétaux nommé modèle d'affaires sociales, n'est pas une chose aisée. Il est également constaté que chacun de ces acteurs possède des processus de gestion de leur activité, mais à aucun moment de l'établissement du partenariat, ceux-ci sont pris en considération. Ce bref exposé s'inscrit dans la continuité de mon travail de master et a pour but de présenter 5 grandes étapes incontournables pour établir une collaboration conciliant efficience et efficacité pour chacun de ces deux partenaires. En effet, depuis l'apparition des contrats de prestation en 2005, les associations et l'État se retrouvent dans une relation de travail dont la finalité s'attache à justifier l'utilisation des deniers publics au détriment de l'évaluation des impacts sociétaux des prestations conventionnées. Bref, la logique du marché achat-vente n'épargne pas ce type de contractualisation. Bien que le contrat de prestation émerge dans une période de renouveau pour l'État, en effet l'État est pointé comme inefficace et bureaucratique, les réformes proposées par la nouvelle gestion publique, notamment une gestion interne favorisant la créativité des collaborateurs et des processus relationnels avec les acteurs externes plus humains, le contrat de prestation déçoit énormément les acteurs associatifs. L'outil est plus adapté au fonctionnement de l'État qu'à celui des associations. Il est ressenti comme une charge, car non seulement il enferme les actions dans un carcan, mais génère également des lourdeurs administratives. Face à cette imposition, les associations restent médusées. Bien que conscientes qu'il est important de contrôler l'adéquation de ce qui est dit et ce qui est fait, elles n'ont rien à proposer en retour. De plus, le mode de financement public présente une sécurité financière pour les associations qui entreprennent moins de recherche de fonds. Par contre, il les plonge dans une paresse institutionnelle qui peut générer un glissement entre les besoins de leur public et les prestations délivrées. Pendant ce temps, l'État continue de financer des activités qui ne répondent que partiellement aux besoins de la population. Les processus de planification et de réalisation existent au sein de l'administration publique. Les besoins sont identifiés, leurs traitements sont priorisés. Sur la base de ces deux éléments, un plan de prestation et des moyens sont définis. Le suivi de la production s'effectue sur le degré de réalisation de la prestation et de consommation des ressources, tout en vérifiant l'impact des actions auprès de la population. Les associations, quant à elles, se dotent d'outils de gestion pour devenir de vraies entreprises. Les valeurs forment l'axe central de la cohérence de leur fonctionnement avec une mission qui se déploie au travers de leur modèle d'affaires permanent, porté par un modèle de gouvernance. Son modèle dynamique, à savoir ses stratégies, va lui permettre de mettre en place les ajustements et les développements nécessaires. Je fais donc le constat que l'État et les associations possèdent des moyens pour mener à bien leur propre mission, mais ne savent pas travailler ensemble. Alors comment faire converger leur approche, qui en fin de compte ne sont pas si éloignés, pour leur permettre à la fois de rester dans leur rôle respectif, mais aussi de réaliser un but commun, à savoir répondre aux besoins de la population. Pour démontrer que le processus de réponse aux besoins de la population par l'État et par les associations est similaire, j'ai juxtaposé leurs outils. Pour passer de l'effet d'optique à la construction du partenariat, je vous propose 5 étapes qui facilitent la co-construction. Cette approche s'inspire d'outils existants, mais qui ont été adaptés par l'association Social Business Models pour les projets à impact sociétaux. L'étape 1 consiste à analyser le contexte dans lequel les deux acteurs évoluent. Le but de l'exercice est de partir d'une situation initiale dite problématique dans laquelle on souhaite apporter des améliorations. L'utilisation de techniques comme l'image riche, qui présente les acteurs du système, les relations entre eux et les facteurs d'influence et l'arbre de problèmes sont intéressants. L'étape 2 est celle de cerner les besoins et les problèmes que la collaboration association à État souhaite résoudre et les opportunités à saisir pour provoquer des changements dans la situation initiale. Pour identifier les besoins et pour effectuer une analyse des publics cibles, il est nécessaire de s'appuyer sur des faits concrets et pas uniquement sur des hypothèses. Pour obtenir les besoins réels, on peut se baser soit sur des recherches ou alors sonder les besoins directement auprès des publics cibles. Quelles que soient les techniques utilisées, il est primordial de coupler les besoins au public. Sans ce travail préalable, les solutions, même les plus innovantes, seront inefficaces. Les outils dans la peau du client et l'arbre des objectifs permettent de réaliser ce type de travail.
L'étape 3 consiste à ajouter au binôme public-besoin les activités. Le trinôme ainsi réalisé doit être encore confronté aux solutions proposées par les autres acteurs dans le domaine. A contrario de l'économie marchande, le partenariat public-associatif se veut être une économie au service des intérêts généraux et donc ne devrait pas souffrir de la concurrence, mais bénéficier d'une dynamique de travail complémentaire. L'étape 4 aborde les différents moyens qui permettent non seulement au public d'être informé de l'existence des services qui lui sont proposés, mais aussi les ressources humaines, matérielles et financières pour réaliser les objectifs co-construits dans l'étape 1. C'est cette étape-ci qui provoque le plus de grincement de dents de part et d'autre, car la logique du partenariat s'efface au profit de la pensée comptable. Il est donc nécessaire de poser les deux principes suivants, à savoir que l'allocation des ressources est indépendante de la logique d'évaluation et faire en sorte que la vérification des comptes finaux soit mise en parallèle avec les ajustements éventuels de l'affectation des ressources financières sans toutefois entrer dans des comptes d'apothicaire. Pour ne pas tuer la spécificité de la formule associative, comme la rapidité d'action, la souplesse et la diversité des réponses aux besoins, il est nécessaire de lui laisser la liberté d'orienter ses activités pour autant que celles-ci restent dans l'enveloppe des ressources allouées. Si les orientations nécessitent des ressources supplémentaires, il est évident que celles-ci sont discutées avec les partenaires en question. L'étape 5 clôt le processus de co-construction du partenariat en posant les aspects d'évaluation. Comment démontrer l'efficacité dans le domaine du social? Est-ce que les évaluations qualitatives et quantitatives suffisent? Cette étape-ci doit s'atteler à mettre en corrélation la mission partagée entre les deux partenaires avec les objectifs à atteindre à court et moyen terme et leurs indicateurs. Toutefois, ce processus d'évaluation n'a de sens que s'il est lui-même articulé avec la recherche d'impact, à savoir l'évaluation du changement entre la situation initiale problématique avec la situation post-réalisation des activités. Dans le cadre d'un partenariat public-privé qui dépend de volonté politique, il serait intéressant de mesurer l'impact tous les 5 ans, le temps d'une législature. Il me reste à constater que nous passons plus de temps à dire ce que nous faisons qu'à chercher à améliorer ou trouver des solutions ou de nouvelles solutions pour répondre aux différents enjeux auxquels notre société est confrontée. Le temps pour innover n'est jamais pris en compte ni financé dans aucun contrat de prestation.